Alors, Ernst Zürcher, là je suis obligé de prendre mes notes parce que vous avez un CV assez impressionnant. Donc vous êtes ingénieur forestier à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Vous êtes docteur en sciences naturelles. Vous êtes professeur émérite en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. Et vous étiez aussi chargé, jusqu'à il y a peu, de cours à l'EPFL, donc l'École polytechnique fédérale de Lausanne cette fois, et aussi également à celle de Zurich, et à l'Université de Lausanne, Fichtre. Vous travaillez sur les arbres et le bois, et en particulier sur leur chronobiologie, donc vous allez nous raconter un peu de quoi il s'agit, leur potentiel de séquestration du carbone et leur contribution au système vivant. Et on vous doit plusieurs livres qui seront également en dédicace, notamment Les arbres entre visible et invisible chez Actes Sud, Planter un arbre et créer une forêt chez Actes Sud encore, et À l'écoute de la forêt chez Favre, et enfin Le pouls de la terre en 2023 et Paroles d'arbres aux presses universitaires de France en 2023 également. Donc je vous laisse la parole et emmenez-nous en forêt sans trop nous y perdre. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour le point de départ qui va être le mien maintenant, après avoir échangé d'une manière aussi intensive et aussi évocatrice ce que signifie d'avoir grandi dans une forêt, où ça nous amène dans une biographie. Je vais essayer, sous le thème « Les arbres et les forêts, santé de la terre et santé de l'homme », en fait, il s'agit toujours de ça. On a compris qu'il s'agit de la santé d'une culture en lien, en relation harmonieuse avec la nature. Comment avons-nous les possibilités d'aller davantage dans ce sens-là? Et l'un des éléments essentiels que j'aimerais évoquer ici, c'est pourquoi est-ce aussi important d'avoir des expériences d'immersion dans la nature à cet âge-là? Pourquoi est-ce que c'est particulier par rapport à entrer en forêt, à avoir l'occasion beaucoup plus tard? En fait, avant d'avoir une formation scolaire, universitaire, dans les disciplines qui nous permettent de comprendre les écosystèmes, en particulier une forêt, lorsqu'on n'a pas encore été introduit ou formaté dans ces catégories-là, on pourrait dire qu'on vit encore dans un état d'esprit pas pré-socratique, mais pré-cartésien. C'est-à-dire, comme enfant, on a bien compris en quoi ça consiste, on est entièrement immergé dans le milieu qui nous accueille, on vit le moment présent. Le passé n'est pas tellement important, il y a juste 4 ou 5 ans qui se sont écoulés, dont on ne se souvient pas tellement du début. Il y a toute une vie avant, mais ça ne nous intéresse pas encore. Et il y a ce moment présent fabuleux. Et lorsqu'on est enfant, on n'a pas encore tous les critères qui nous amènent automatiquement à comprendre ce qu'on voit, à analyser ce qu'on voit, à mettre des noms sur ce qu'on trouve, sur ce qu'on voit. On prend les choses à l'état brut. Je pourrais peut-être évoquer ou bien suggérer qu'il s'agit de pensée magique. On prend les choses comme elles viennent. Et le fait de revivre la nature de cette manière-là est beaucoup plus fertile que ce qu'on peut imaginer. C'est ce que je vais essayer de vous montrer en cours de route. Et à quel point ceci constitue une clé de solution des problèmes dans lesquels on est empêtré aujourd'hui. Et c'est des solutions beaucoup plus élégantes, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, parce que tout ce qu'on veut nous faire croire, qui serait soi-disant nécessaire pour réussir une transition. Naturellement, on parle d'abord d'une transition énergétique, et comme corollaire, on suppose qu'elle sera écologique, alors que c'est absolument le contraire. On ne peut pas réussir une transition s'il n'est pas d'abord écologiquement viable, et le reste, on verra si ça vient de surcroît. Voilà, alors les forêts, comme société d'arbres, et de quelle manière sont-ils nos alliés pour rétablir la santé, non seulement de la terre, mais aussi de l'homme? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'état naturel de la terre, c'est un état enforesté, dirons-nous, un état sauvage, un état brut, ici déjà, c'est-à-dire après le retrait des glaciers. Les glaciers, c'est un des événements majeurs qui ont eu lieu dans les
Dans les 100 000 ans passés, les derniers se sont retirés il y a une douzaine de milliers d'années. Avant, il y a eu des États beaucoup plus riches en forêt, beaucoup plus fertiles jusque pratiquement dans les zones les plus nordiques. Et ce sont ces glaciers qui ont modelé nos derniers territoires, nos derniers paysages, se sont retirés et là sont revenus les forêts. Ça, c'est notre dernier paysage avec lequel on a eu affaire. Mais l'homme était déjà là avant, naturellement. Mais là, l'implantation dans l'Europe a reçu comme cadre de déploiement, l'implantation de l'homme, une forêt qui s'étalait finalement de l'Atlantique. On dit toujours à l'Oural, mais ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'au Kamtchatka en fait. La forêt derrière l'Oural est en grande partie encore, malheureusement aussi menacée, mais intacte, ou encore là. En fait, 80% de l'Europe était couverte de forêts, 20% c'est les zones alpines au-dessus de 2000 mètres, et sud-est c'est les zones de steppe où c'est tellement continental que les arbres n'arrivent plus à s'implanter, mais là on reconnaît que partout où c'est possible, la nature met des arbres. Ça c'est une règle absolue. Vous laissez le moindre mètre carré libre, livré à lui-même, n'importe où, disons ici en Europe, si ce n'est pas à l'origine des zones de steppe, eh bien là vous aurez très rapidement des arbres qui vont s'installer. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre ces 20 000 ans, cette grande histoire de la nature et ces forêts originelles, naturellement des forêts primaires qui n'ont jamais subi d'exploitation. De ces forêts, on a encore des récits absolument saisissants. Il faut lire 20 000 ans de Stéphane Durand. C'est un livre qui va vous bouleverser si vous ne l'avez pas encore lu. Ou si quelqu'un l'a lu, il est volontiers invité à contribuer à en faire la promotion, ou bien en dire ce que ça fait pour la personne qui l'a lu. Par exemple, ça nous fait prendre conscience qu'on vit en fait très rapidement une forme d'amnésie écologique, d'éco-amnésie, c'est-à-dire on oublie ce que la nature est capable d'être. Et c'est particulièrement grave aujourd'hui lorsque les enfants sont élevés dans des milieux de plus en plus fermés, avec des moyens de plus en plus artificiels. Les seuls animaux qu'ils connaissent, c'est des animaux en peluche, qui est ni de un. Est-ce que c'est la vraie nature? C'est pas avec ça qu'on aura nos Madeleines de Proust de référence, nos odeurs et nos sensations tactiles qu'on a eues lorsqu'on a caressé des vrais animaux, lorsqu'on a côtoyé une nature vraiment entière. Eh bien, cette éco-amnésie est très concrète, en fait, même pour nous qui croyons connaître la forêt. Aujourd'hui, vous prenez un livre d'identification des animaux, y compris la faune piscicole. L'esturgeon y est décrit naturellement. Il y a encore très très peu d'esturgeons vivants dans l'estuaire de la Garonne, par exemple. D'autres en Europe de l'Est. Et pour cet esturgeon, on dit que la taille moyenne, disons adulte, c'est 1,90 m ou quelque chose comme ça. Et un très grand esturgeon ne dépasse pas 2,50 m. C'est à peu près ce dont un esturgeon est capable de faire comme taille. Eh bien là, vous serez secoué lorsque vous lirez ce livre, 20 000 ans, où la grande histoire de la nature, ces forêts primaires, ces puissantes forêts. Là, c'est donc la forêt de Tolkien où les arbres sont tellement vieux qu'ils s'ennuient, ils sont couverts d'années, ils en ont trop vu, trop eu. Eh bien, dans ces forêts, il y avait naturellement les rivières et les fleuves qui en sortaient. Les forêts sont la source des sources, ça, il faut bien le comprendre. Eh bien, là, il y avait une faune piscicole absolument riche, très très bien décrite scientifiquement, comme les premiers naturalistes l'ont décrit. Il y a toutes les traces dans la littérature, heureusement qu'il y a de la littérature. Eh bien, la littérature parle aussi de grands festins qu'on a organisés, c'est pas si ancien, XVIIe siècle ou même plus tard, où il y avait un certain nombre de convives, le nombre est indiqué dans le livre. L'auteur qui décrit ça aussi, et dans ce grand festin, on avait eu un esturgeon. Et là, on ne peut pas parler de pêcher un esturgeon. On avait capturé un esturgeon, on avait extrait un esturgeon de la rivière qui mesurait non pas 2,50 m, mais 13 mètres. 13 mètres, imaginez le monstre.
Et les rivières de l'époque d'antan étaient chargées de ce genre de monstres. Et voilà, aujourd'hui, on croit qu'un vrai esturgeon, dans toute sa puissance, fait ses 2,50 m. Et ça, c'est emblématique pour tout ce qui concerne ces forêts primaires. Et là, c'est important, ce projet de forêt primaire de Francis Salé, c'est redonner à l'Europe centrale, enfin, un tout petit carré de forêt primaire qui représente 26 fois 26 km. C'est minuscule, c'est ridicule, mais on ne l'a même pas. Et tant qu'on n'aura pas une forêt primaire, on ne pourra pas dire aux autres faites attention aux vôtres. Et moi, je plaide même pour un réseau de forêts primaires, tellement cette première forêt primaire est insuffisante, bien sûr. Il faut que chaque département, ou bien chaque groupe de départements ait sa forêt primaire aux limites des départements, là où c'est le plus éloigné des centres, et que tous ces spots de forêt primaire, on va dire que les autres vont avoir 10 km sur 10 km, c'est aussi ridicule, mais ça n'existe pas encore, donc c'est vraiment important. Et tous ces petits spots de forêt primaire seront à mettre en relation par des corridors de biodiversité, dont la largeur doit avoir à peu près 2 ou 3 arbres de largeur. On parle en termes de mensuration organique, on prend l'arbre comme référence. Et là, on aura de nouveau un système vivant, malgré la présence humaine, qui pourra fonctionner et fonctionner écologiquement grâce à la circulation des espèces. Et ce réseau de forêts primaires, je le rêve, et pourquoi pas imaginer qu'il sera réalité, de la mer du Nord, de la Manche, jusqu'à la Méditerranée, en passant par les Cévennes, sachant que la source de la Loire et la source de l'Ardèche qui se jettent dans le Rhône sont à quelques petits kilomètres de distance. Donc ici, un petit corridor de biodiversité et des forêts primaires qui vont naturellement border la Loire. Et là, vous avez de nouveau toute la France et toute cette partie de l'Europe qui recommence à respirer enfin, de manière naturelle. Voilà, donc ça c'est ces forêts primaires, cette éco-amnésie dont il faut prendre conscience et voir ce qu'on peut faire pour réactiver toutes ces anciennes formes de fonctionnement de la nature. Alors lorsqu'on regarde une forêt, n'importe quelle forêt, vous regardez au loin ici, depuis l'endroit où vous avez peut-être passé la nuit, ou lorsqu'on longe les routes, ou lorsqu'on circule en chemin de fer, chaque fois qu'une forêt est laissée elle-même, particulièrement ici en Europe centrale, en zone tempérée, vous allez voir que la forêt est toujours, elle fait comme un bloc, elle fait comme un grand pin vert comme ça qui est fermé en lui-même. On ne voit jamais à travers une forêt, à moins que ce soit une plantation, ce qui n'est plus une forêt. Cette forêt se ferme toujours en elle-même, elle protège son intérieur d'une manière absolument systématique. Vous avez une ouverture dans la canopée, tout de suite la canopée se ferme, la cicatrisation organique a lieu tout de suite. Et la partie la plus riche de la forêt, c'est même pas la canopée qui est faite d'essences majeures, et l'Europe est particulièrement pauvre en essences majeures, il y en a une cinquantaine, en passant par les érables, les chênes, les hêtres naturellement. Le hêtre, il est tout seul en fait. Tellement on a peu d'espèces, vous prenez l'Amérique, c'est beaucoup plus riche en espèces à cause des glaciers, encore une fois. Eh bien, cette forêt est particulièrement riche, par contre, dans sa périphérie qui la protège de l'extérieur, mais au niveau terrestre. Cette interface ciel, c'est la canopée, mais l'interface ciel-terre et éventuellement fleuve, c'est cette interface qui est formée par la lisière forestière. Et là, ce n'est pas des arbres majeurs, c'est des arbustes, des arbrisseaux qui ont une toute autre architecture, dont on entendra peut-être parler. Ce n'est pas toujours la même tige qui va devenir de plus en plus longue autant que possible. Ça repart toujours de la base. Et ça vous crée un front de forêt absolument inextricable, auquel vient s'ajouter la ronce. Et c'est là que vous avez les épineux, y compris la ronce. Et c'est là que la floraison a lieu, c'est là que la fructification, que le sucre se fait. Et c'est là que c'est intéressant pour le monde animal. Et là, lorsqu'on comprend cette forêt de cette manière, c'est même très important pour l'hydrologie et pour savoir mais comment allons-nous sauver, ou bien pas sauver, mais garantir nos cycles hydrologiques qui sont en fait la cheville ouvrière de toute notre économie rurale.
Comment l'hydrologie peut-elle être garantie au niveau du paysage? Cette notion de sylvosphère, c'est un néologisme qu'on propose. On est en train de travailler un livre sur cette notion de sylvosphère, ayant réalisé qu'on parle de géosphère, on parle d'hydrosphère, on parle d'atmosphère, on parle de ionosphère, chaque fois des sphères qui ont la fonction de protéger ou de porter. Et pour la biosphère, on se rend compte que c'est un terme absolument essentiel qui a été introduit il y a relativement peu de temps, c'est le début du XXe siècle. Eh bien, la biosphère, c'est un concept beaucoup trop lâche. C'est des mailles qui sont inutiles pour quelqu'un qui veut appréhender la réalité. La biosphère, c'est autant liquide qu'aérien que terrestre, autant végétal qu'animal, c'est beaucoup trop vague. Eh bien, avec la sylvosphère, on arrive à voir la forêt d'un œil nouveau, c'est-à-dire que la forêt a toujours tendance à se fermer sur elle-même. Et là, vous avez déjà l'arbre qui crée une sphère en lui-même. Si on le laisse se développer, c'est une couronne qui ira jusqu'au sol, et d'une manière souterraine, c'est le système racinaire, ça forme vraiment une sphère aérienne et souterraine. Si vous laissez les branches s'enraciner au sol, ça va repartir et ça va peu à peu faire une forêt du même arbre, de la même espèce. Et cet arbre-organisme qui déjà crée sa sphère, si vous le laissez tranquille, si vous laissez les oiseaux aller et venir, très rapidement, cet arbre va s'accompagner d'autres arbres. Les oiseaux amènent des graines, le vent amène des graines, et là, vous aurez tout de suite une société forestière qui se met en place, une association forestière dont l'arbre devient organe. Donc, on peut penser les choses de deux manières. On peut être à la fois organisme et organe. Lorsqu'on entre dans le monde par exemple, la culture, de la littérature, en étant écrivain, on est organisme en tant qu'écrivain, mais on entre dans l'immense organisme de la littérature mondiale dont on devient un organe. Donc ces deux choses sont intéressantes à réaliser et à mêler et à laisser jouer. Donc cette sylvosphère nous permet de comprendre que la nature de la forêt, c'est de protéger son intérieur. Et ça va même plus loin, parce que cette notion de membrane de protection qui protège son intérieur pour garder au maximum l'eau, c'est l'élément vital, cette membrane forestière, ça nous permet de rapprocher la forêt de ce qu'on sait des organismes. Bruce Lipton, il n'y a pas si longtemps, 2018, a thématisé une notion que tout le monde connaissait. C'est toujours ça, c'est tout le monde sait les mêmes choses, mais ne les pense pas encore de la manière correcte. Bruce Lipton a pour le premier compris que la membrane cellulaire, mais ça vaut pour les organismes à cellules multiples, que ce soit des prokaryotes ou des eucaryotes, c'est-à-dire sans noyau ou avec noyau, c'est pas tellement important d'avoir un noyau cellulaire. On peut être vivant sans noyau cellulaire, mais l'organe essentiel de tous les organismes unis ou pluricellulaires, c'est la membrane cellulaire. Ça, c'est la première chose. La membrane protège le cytoplasme et lui permet de maintenir ses fonctions, maintenir son eau naturellement pour que la vie puisse continuer en milieu contrôlé. Mais naturellement, cette membrane, ce n'est pas une membrane en plastique qui, si elle était entièrement faite de manière phospholipidique, comme les scientifiques le connaissent, si à la fois hydrophile et hydrophobe, il n'y a rien qui traverse ni les graisses ni l'eau. Tellement elle est intelligemment faite, elle est à la fois opaque pour les graisses et opaque pour l'eau, mais faite en feuillet, en sandwich. Et dans cette membrane, parce qu'elle n'est vraiment pas une membrane opaque comme du plastique, il y a des protéines intégrales qui sont représentées en bleu-violet. Certaines sont creuses qui permettent les échanges, absorber des substances, les éjecter, donc nourriture et déjection, de manière complètement régulée. Et il y a des cellules intégrales, des protéines intégrales qui traversent la membrane cellulaire, qui ont comme des organes d'essence à l'extérieur de la cellule. Chaque catégorie de protéines intégrales son type spécifique d'organe d'essence, et à l'intérieur de la cellule, la perception faite de l'extérieur est transcrite en ordre pour le cytoplasme. Et c'est comme si la cellule avait des périscopes et elle sait ce qui se passe dans l'océan, et puis elle sait ce qu'il faut faire, où aller ou pas. La moindre amibe a autant d'intelligence que nous, elle est encore là, c'est la preuve que l'intelligence naturelle est à l'œuvre dans chaque vivant, puisqu'il est encore là après toute cette évolution.
Et là, c'est intéressant, c'est de comprendre, Lipton dit que les protéines intégrales, certaines perçoivent des signaux lumineux, d'autres des signaux acoustiques, d'autres des signaux tactiles, d'autres des signaux électromagnétiques. L'électromagnétisme est perçu par le vivant. Des signaux de lumière, naturellement, des signaux chimiques, très important de s'orienter d'après le pH ou d'autres éléments chimiques dans l'environnement, transcrits à l'intérieur en désordre pour que le comportement puisse faire sens et puis réussir à l'organisme de faire son projet de vie. Eh bien, Lipton dit que ces protéines intégrales sont le siège de l'intelligence cellulaire. Moi, j'ai fait une analogie avec l'être humain, qui a aussi naturellement son enveloppe. Elle n'est pas cellulaire, mais elle est organique. C'est notre épiderme qui sort de l'ectoderme lors de l'embryogenèse. Et on a aussi des complications dans notre enveloppe corporelle. Et ces complications sont aussi issues en fait de l'ectoderme, là où pendant l'embryogenèse, il y a eu un contact avec les systèmes nerveux particuliers. Et il faut savoir que les yeux sont des modifications de la peau. Le système acoustique, mais en plus avec une connexion au système cérébral, système acoustique la même chose, le système olfactif, c'est chaque fois soit des muqueuses, soit des systèmes qui se sont compliqués, mais qui font partie de l'enveloppe. Et maintenant on comprend qu'on ne peut pas dire que les cellules intégrales soient le siège de l'intelligence cellulaire, parce que nous nous servons de nos organes des sens pour travailler nos perceptions grâce à notre activité de pensée et en faire quelque chose qui nous est utile pour nous orienter. Donc, je propose que les organes des sens, les protéines intégrales, sont les outils de l'intelligence cellulaire, bien de l'intelligence humaine. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut revenir à la forêt et se demander, mais où sont les protéines intégrales de la forêt? Où sont les organes des sens de la forêt qui nous permettent d'aller au loin et de comprendre ce que le loin signifie pour le proche, pour nous-mêmes? Eh bien, vous prenez la forêt, vous vous rendez compte que c'est vraiment du végétal, mais aujourd'hui, on comprend que naturellement, c'est du végétal, mais c'est en fait un triple F. Le végétal, c'est la flore. Mais si vous prenez la forêt, vous la secouez un peu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'envoler, ça va fuir, ça va aller ailleurs. Vous avez le deuxième F, c'est la faune. Et le troisième F, c'est ce qui est souterrain. Vous avez arraché la forêt, mais là, sont venus tous les champignons avec vous, parce que le mycélium est absolument lié au système racinaire. Eh bien, le troisième F, c'est la fange. Et les trois fonctionnent toujours ensemble. Et vous ne pouvez pas avoir naturellement la faune sans la flore, la nourriture naturellement, ou la flore sans la fange, sans les champignons, c'est les mycorhizes, où ça aurait lieu de manière très différente. Mais la flore ne peut pas avoir lieu sans la faune non plus. Et ça, c'est très important, c'est vraiment cette notion de coévolution qu'il faut vraiment prendre au sérieux, parce que tout ce qu'on observe, c'est toujours de la coévolution. La fleur et le bourdon et l'abeille vont ensemble, l'un a besoin de l'autre, de manière très intime. Donc cette forêt qui est habitée par sa faune, la forêt c'est surtout du végétal, du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, et la faune c'est vraiment des protéines, c'est pas la double membrane qui est faite d'oxygène, carbone, hydrogène et le phosphore. Ces protéines sont représentées par la faune et curieusement, ce que j'aime montrer maintenant, c'est que cette partie mobile de la forêt, cette partie de la forêt qui lui appartient aussi, mais qui n'est pas bloquée comme le végétal est bloqué, c'est les ambassadeurs de la forêt qui vont au loin et qui reviennent. C'est en fait les organes des sens de la forêt. Et cette forêt perçoit le monde grâce à sa faune. Elle perçoit le monde grâce à sa faune, elle envoie sa faune pour que sa faune lui revienne. Et ce que la faune lui ramène, les oiseaux ramènent naturellement des graines, viennent nourrir leur nichée, vont laisser leur déjection très précieuse. C'est une chimie absolument essentielle pour la fertilité de la forêt, à tel point que le guano des origines, c'est vraiment des déjections d'animaux, d'oiseaux au bord du Pacifique. Il y a des couches géologiques entières qu'on a extraites pour alimenter les champs. Eh bien, la forêt envoie la faune et elle revient.
Elle envoie ses oiseaux, et ça peut aller très loin. Les insectes, c'est moyennement loin. Le renard, c'est 3 km, il revient avec sa poule qu'il enterre à côté de sa nichée, sous son prunellier noir qui est sa forteresse. Il est tranquille là-bas dessous, dans les ronces. Lorsque parfois vous traversez des campagnes un peu tranquilles avec des gros ronciers qu'on a laissés un peu à l'abandon, et en passant à côté, ça m'est arrivé à Fort-Calquier, c'était très drôle, j'entends grogner le roncier. Qu'est-ce qui se passe? Des ronces qui grognent. Je connaissais ce grognement. J'ai grandi aussi à la campagne. C'était naturellement des sangliers. Donc le roncier, il est habité par des sangliers. Et le roncier, c'est autant le sanglier plus la ronce que le sanglier, c'est lui et la ronce, ils vont ensemble. Et cette forêt qui communique avec le monde, avec les oiseaux migrateurs, la forêt communique avec l'Afrique du Sud, la nôtre. Et sachant que la forêt qui reçoit l'eau de pluie, qui stocke l'eau et qui rediffuse cette eau qui dépasse ses propres besoins, cette eau va alimenter les sources et les rivières. Ces rivières sont chargées par la faune piscicole. Elle va, lorsque c'est des saumons, détruite jusqu'à l'océan. Et grâce au frais des poissons, le voyage en retour des poissons, là vous voyez que la forêt communique aussi avec l'océan, parce que les poissons reviennent toujours dans la même rivière lorsqu'ils vont à l'océan. Donc on voit maintenant la forêt beaucoup plus vivante grâce à la compréhension du vivant avec ses protéines intégrales. Cette forêt communique avec le monde, reçoit des messages en retour, et c'est beaucoup plus riche que ce qu'on croit. Il faut prendre le livre de Ed Yong, Un monde immense, un livre comme ça épais, qui décrit la vision du monde, la perception du monde de toute une gamme d'animaux. Les chauves-souris, ça on connaît, mais toute une gamme d'insectes. Chacun a un spectre de la lumière, un spectre électromagnétique, un spectre chimique qui lui est familier, et avec des organes d'essence beaucoup plus développés que les nôtres. Pensez donc au saumon qui retrouve sa rivière à l'odeur, qui est la rivière, non pas l'odeur de l'eau, mais l'odeur de la forêt qui donne naissance à cette rivière. Eh bien, le saumon part du Pacifique pour retrouver sa rivière à l'odeur. C'est ce que la science a découvert. Eh bien, c'est comme ça que la forêt perce le monde. Elle envoie ses saumons au loin, elle les reçoit en retour avec les nouvelles du Pacifique ou de l'Afrique du Sud. Voilà, alors lorsque vous avez la forêt qui travaille ensemble avec la mégafaune, qui est très importante, qu'il faudrait vraiment faire attention à ne pas perdre. C'est pour ça que ce concept de forêt primaire doit avoir une certaine étendue pour que tous les représentants de la forêt puissent de nouveau s'y déployer. C'est donc la mégafaune, les grands animaux tels qui vivent encore aujourd'hui. On a besoin d'une certaine surface. Et dans les grandes zones de savane africaine, vous avez par exemple le koudou. Et cette histoire du koudou qui est absolument fabuleuse. Vous avez lu The Ant? Bien sûr. L'histoire du koudou où Francis Salé intervient dans la bande dessinée, dessinée par Zepp. Eh bien, ce koudou commence à brouter sur un acacia, et très rapidement, c'est comme si ça ne l'intéressait plus, il va brouter sur un autre, et encore sur un autre, et encore sur un autre. Et maintenant, on a compris scientifiquement ce qui se passe. Le premier acacia est bon au début, mais quelques minutes plus tard, c'est déjà devenu amer et pas du tout appétissant. Et là, l'animal est obligé d'aller brouter ailleurs. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il va toujours brouter ailleurs dans le sens d'où vient le vent, contre le vent. Et là, on a compris pourquoi. Il va brouter contre le vent et pas dans le sens du vent, parce que les arbres, en aval du premier acacia brouté par le koudou, ont reçu l'alarme koudou, ont reçu le message koudou dans les parages, faites gaffe les copains, et ils ont déjà transformé leur physiologie des feuilles, ils ont développé des tanins de manière très très rapide, c'est étonnant comme ça va vite. Et le koudou sait très bien que là-bas, il n'y a rien à chercher, c'est aussi amer qu'ici, il faut aller contre le vent parce qu'ils n'en savent rien encore. Et là, on va se dire, mais c'est compliqué la nature, c'est à la limite ridicule. Nous qui savons tellement bien économiser l'énergie, pourquoi la nature fait-elle les choses compliquées comme ça? C'est parce qu'on reste vraiment au ras des pâquerettes, si on veut dire ça de manière un peu triviale. En fait, c'est d'une intelligence fabuleuse.
Quel est le cadeau du koudou une fois qu'il a bien mangé et en mangeant aussi? Il laisse ses déjections. Est-ce que ça ferait sens que le pauvre acacia se fasse complètement brouter au point de devenir un arbre mort et toutes les déjections sont restées au pied d'un arbre mort? À quoi ça sert tout ça? Donc là, on comprend que c'est vraiment très intelligent, cette notion de coévolution. Chasser, ce n'est pas un prédateur, c'est un partenaire ailleurs pour que les cadeaux soient distribués à tout le monde et pas seulement à un qui ne peut plus en profiter. Voilà, il faut repenser la nature beaucoup plus dans ce sens-là. Tout fait sens et c'est mis en place grâce à la notion de coévolution. Et c'est ainsi qu'on est en train de repenser la nature. Coévolution naturellement entre le koudou et les acacias, mais l'être humain, on est aussi un produit de cette évolution. Et quelle est notre part en retour qu'on doit donner à la nature? Qu'est-ce que la nature attend de nous lorsqu'on veut se réinsérer dans cette notion de coévolution? Et là, l'art est très important. Là, il faudra avoir un débat. Qu'est-ce que la nature attend de nous? Donc la forêt enveloppe la sylvosphère. Lorsque les premières îles ont été découvertes, entre guillemets, elles n'ont pas été découvertes du tout, elles étaient déjà habitées, et mieux habitées par ceux qui sont venus les envahir et les déforester et les dévaster. Lorsque ces îles ont été visitées pour la première fois par des étrangers, les locataires, jusqu'à ce moment-là, sachant beaucoup mieux comment non pas les gérer, mais les respecter, ces îles étaient couvertes de forêts, mais avec toute une profusion. Est-ce que ces forêts étaient aussi primaires que ce qu'on croit souvent? Non, elles avaient souvent une empreinte de l'humain, mais dans le sens d'une coévolution, d'une aggradation de la forêt grâce à la présence humaine. Donc, cette forêt, finalement, elle est partout là, prête à jouer le rôle d'une enveloppe de protection pour elle-même, mais en fait pour l'organisme Terre dans son ensemble. Si vous prenez la Terre, dans la partie qui est la plus sensible, la plus exposée au rayonnement solaire, la plus exposée aux perturbations climatiques, à ce soleil qu'on est en train de nous montrer comme un méchant adversaire qu'il faut vraiment obscurcir, il faudrait même densifier les nuages pour qu'on ne voit plus le soleil dans toute sa force, eh bien ce soleil tape le plus fort exactement au-dessus de l'équateur. Et paradoxalement, c'est là-bas qu'il n'y a pas de désert, alors qu'il y aurait tout pour qu'un désert y apparaisse, le soleil ayant sa force maximale là-bas. Comme ingénieur forestier, entre guillemets, parce qu'on n'était pas tout à fait au clair à ce moment-là, on croyait que les forêts poussaient bien sous les tropiques parce qu'il y fait chaud et humide. Et aujourd'hui, on est en train de comprendre avec des sueurs froides dans le dos, paradoxalement, c'est que si les tropiques sont chauds, ça c'est bon, et humides, c'est parce qu'il y pousse des forêts. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes chef du gouvernement brésilien, vous vous rendez compte que, oups, où est-ce qu'on en est? Les forêts brésiliennes, effectivement, sont une enveloppe de protection, la forêt du Congo aussi, les forêts de l'équateur asiatique, mais là-bas il y a beaucoup moins de forêts, là-bas la dévastation a déjà eu lieu, mais avec moins d'impact immédiat. Mais le gros défi actuellement, c'est de stopper immédiatement la déforestation du bassin brésilien, mais aussi congolais, parce que là-bas, vous avez vraiment une enveloppe de protection de la Terre qui transforme l'impact solaire en hydrologie mondiale. Les courants hydrologiques, géoclimatiques, sont animés par ces forêts amazoniennes qui aspirent les forêts, les masses d'air pluvieuses humides de l'Atlantique, qui sont déjà un peu humides, en dessus de cette surface marine. Elles enrichissent ces masses aériennes atlantiques de leur propre humidité, qui sont alimentées par l'Amazone qui descend de l'ouest en est. Elles font des cycles d'évapotranspiration et de précipitation, les forêts étant aussi acteurs des précipitations, une demi-douzaine de cycles qui vont percuter contre les Andes et diverger contre le sud et contre le nord et rendre l'Argentine, par exemple, plus tempérée et le golfe du Mexique plus tempéré, plus humide qu'il ne serait sans ce bassin amazonien qui redistribue en fait des masses d'air chaud et humide. Même le Gulf Stream est éventuellement impliqué ou bien profite de cela.
Et si on continue de ronger sur ce bassin protecteur amazonien qui est décisif pour toute la ceinture équatoriale, le cœur climatique de la Terre risque d'arrêter de battre. Ça, c'est vraiment le message essentiel des chercheurs russes qu'il faut mentionner ici, Viktor Gorchkov et Anastasia Makarieva. Anastasia est maintenant seule encore vivante, jeune chercheuse magnifique. Gorchkov n'est plus ici. Et c'est leur découverte, c'est que les forêts du bassin amazonien sont des acteurs de climat, font du climat. Et ça, c'est essentiel. Donc la forêt enveloppe locale du paysage, château d'eau local, mais finalement enveloppe de protection de toute la Terre. Et là, on comprend ce que signifie l'idée d'une foresterie à couvert continu, où on essaye de maintenir l'enveloppe, mais on peut y prélever du bois de manière respectueuse, en sachant qu'il ne faut pas blesser la forêt outre mesure. Voilà donc, là il y a une notion très importante, c'est la notion de synergie. Vous prenez, ça c'est dans une forêt tout près de la forêt de Białowieża, qui a inspiré Francis Salé d'avoir une même dimension de forêt primaire en Europe. Ça c'est aux confins de la Pologne vers la Biélorussie. Là-bas, les chercheurs ont observé que le chêne est souvent associé au tilleul. Ça rappelle la culture grecque ou latine. Rappelez-moi la légende. Baucis et Philémon. C'est grec ou latin? Je ne suis pas tellement dans mon domaine. C'est grec. Baucis et Philémon se transforment quelque part en chêne ou tilleul, ou bien tilleul et chêne. Ça montre à quel point les anciens avaient compris qu'il y a des espèces d'arbres qui vont ensemble. Eh bien, les chercheurs de l'Institut de recherche de l'Institut forestier de Minsk, en Biélorussie, se sont dit, mais c'est pas un peu compliqué, cette forêt qui mélange le tilleul et le chêne, nous on est quand même plus efficace, on va planter le chêne tout seul, le tilleul tout seul, et on va voir ce que ça donne. Donc, à espacement régulier, et en parallèle, ils ont quand même planté le tilleul et le chêne avec le même espacement mélangé. Et après quelques années, en ayant la référence tilleul seul ou chêne seul, qui eux-mêmes ont atteint des hauteurs différentes après un certain nombre d'années, ils ont comparé ce que donnait le tilleul et le chêne en mélange. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant cet essai, après le même nombre d'années, le chêne est à 123% de 100% de chêne en hauteur, et le tilleul est à 131%, donc 23% de plus pour le chêne et 31% de plus pour le tilleul. Donc là, vous voyez que mélanger deux espèces donne beaucoup plus que simplement la somme de la surface à disposition. Il y a une synergie qui a lieu, c'est-à-dire deux choses qui sont nécessaires l'une à l'autre. Lorsqu'on les met ensemble, ça fonctionne mieux que lorsqu'on les sépare. C'est parce que le tilleul a une certaine chimie, par exemple, de la litière, des feuilles qui se décomposent très facilement avec d'autres substances. Le chêne a des tanins qui empêchent une décomposition trop rapide. Et le tilleul amène ce que le chêne n'a pas trop, et inversement. Et on est très lentement en train de comprendre pourquoi, c'est une grande question. Profondeur des racines, etc. Ça va dans la chimie, ça va dans l'électrochimie probablement aussi. Mais la constatation, c'est que ça fonctionne mieux en partenariat. Et les Chinois, aujourd'hui, ont fait un très grand essai de plantation d'arbres avec une modalité, une essence seule, monoculture, deux essences mélangées, comme ici, mais ce n'est pas encore le nec plus ultra, ils sont allés jusqu'à 16 essences mélangées. Et lorsque vous mélangez ces essences, c'est là que ça fonctionne le mieux. Et après, ça se resimplifie un peu, par certaines essences perdent pied, mais d'autres restent très longtemps ensemble. Donc ici, on a vraiment la découverte que le mélange tel que la nature le met ensemble, c'est les associations forestières, les espèces d'arbres aiment bien être ensemble, d'autres s'évitent, il faut le savoir, on ne peut pas faire n'importe quelle erreur non plus. Et il y a une flore locale, une flore herbacée qui va avec. Et comme forestier, on fait vraiment des profils herbacés, des profils géologiques, et on se rend compte que la géologie reçoit ces plantes indicatrices et des espèces d'arbres. Tout ça est d'une cohérence absolument très précise et qu'on peut bien décrire. Et là, on sait très bien quelle erreur on ne peut pas faire. On ne peut pas mettre n'importe quelle monoculture n'importe où. Déjà, la notion de monoculture est une erreur. La nature ne veut pas ça. Voilà, donc, de redonner de la santé à la terre, c'est naturellement redonner de l'organisme à l'organisme terre, de la matière organique dans les sols.
l'organisme forestier est très riche en matière organique dans ses sols, ses racines très profondes, qui, comme les feuilles, meurent aussi à l'automne, et des racines continuent de vivre et d'autres vont mourir. Ce qui se passe de manière visible avec toute cette litière qui tombe, c'est presque encore plus intensif sous terre. Les racines ne sont pas immuables, c'est une vie incroyablement intense. Et les racines qui meurent permettent aux vers de terre de descendre en profondeur, etc., aux animaux de faire des galeries jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Et là, c'est ce que l'agriculture n'arrive pas à faire, c'est d'amener de la matière organique jusqu'à des très grandes profondeurs où l'eau peut pénétrer et l'eau peut de nouveau être stockée pour alimenter les cultures sans que ce soit des arrosages artificiels. C'est complètement inutile d'avoir besoin d'arrosage artificiel. On est capable de mettre en place des systèmes forestiers sans aller pomper dans la nappe phréatique qui sont en train de tomber et d'empêcher les forêts restantes de vivre encore. Donc comment remettre de l'eau, comment remettre de la matière organique? Tout ça, on peut le refaire grâce aux forêts qui livrent en fait cette matière organique de manière extrêmement généreuse. Donc réorganiser les sols et employer le bois comme matériau pour séquestrer ce carbone de manière très durable. Cette poutre, elle est là depuis 250 ans peut-être, et elle séquestre le carbone. Si sans cela, serait dans l'atmosphère en train de faire du réchauffement climatique. C'est comme ça qu'on peut repenser. Chaque choix de bâtiment doit penser à pouvoir séquestrer du carbone, soit sous forme de paille, soit sous forme de poutre, soit sous forme de minéral, mais utilisant beaucoup moins d'énergie fossile, la terre compactée, l'argile, etc. Voilà, rendre au sol de nouveau sa fertilité naturelle. On parle maintenant de l'agriculture des sols vivants. Magnifique conférence qui se donne à Paris, maintenant dans le cœur de la décision. Et l'agriculture du futur, elle sera l'agriculture des sols vivants, sinon il n'y a plus d'agriculture. On ne peut pas continuer avec l'agriculture artificialisée, avec les grosses machines, où l'on ne met même plus de carbone dans les sols, on ne met plus que du NPK, azote, phosphore, potassium, et ces sols s'affaissent, et en plus des machines lourdes les densifient encore, ça devient finalement du minéral. Et si on fait le bilan énergétique de cette agriculture, on consomme 12 calories d'origine fossile qui finit dans l'atmosphère pour produire une calorie d'origine comestible, une calorie de carotte, de pommes de terre, etc. Pour la viande, c'est 20 calories fossiles pour produire une calorie comestible. Alors que pour la forêt, pour produire une calorie, on peut même le transformer pour le rendre comestible, le bois, une calorie utilisable, mais ça se mesure de la même manière, c'est un calorimètre. On brûle une carotte, on regarde combien il y a d'énergie, c'est des calories, c'est des mégajoules. On brûle dans le calorimètre un petit centimètre cube de bois, c'est de l'énergie, c'est des calories, des mégajoules. C'est les mêmes substances, c'est des substances organiques qui sont en fait des sucres qui contiennent de l'énergie. Soit on les brûle lors de la digestion, soit on les brûle dans le fourneau. Eh bien, pour obtenir en forêt, avec une gestion forestière même mécanisée, une calorie ou bien des calories utilisables, utiles, eh bien on a un rapport inverse avec une calorie d'origine fossile, mais on peut même avoir des calories d'origine organique, donc du biodiesel produit par la forêt, eh bien on peut produire 7 calories utilisables. On a fait le calcul. Donc vous voyez que le bilan énergétique de la forêt est diamétralement opposé de celui de l'agriculture industrialisée. Cette agriculture industrialisée, on devrait la fermer immédiatement parce qu'elle est source de réchauffement climatique. Elle provoque les dégâts sur elle-même. Et là, c'est une impasse absolue, simplement avec ce chiffre 12 ou 20, et la solution est avec le chiffre 7. Et la solution, c'est d'amener le 7 en direction du 12 et du 20. Ça s'appelle l'agroforesterie, ça s'appelle la permaculture, ça s'appelle l'agriculture syntropique, où on remet les arbres en train, en route, dans une juste proportion avec les cultures dont on a encore besoin, mais en ramenant suffisamment de composantes forestières, de composantes arbustives, de corridors de biodiversité pour faire revivre nos paysages cultivés et nos zones d'élevage. Voilà, donc le bilan d'une forêt, même locale, elle reçoit 100% des précipitations. Elles vont utiliser 50 à 70% pour leur propre croissance, leur photosynthèse, l'évapotranspiration qui fait du nuage, et ça provoque finalement des pluies grâce aux nanoparticules. Et le reste,
30 à 50% va percoler dans le sol, les dernières substances vont être absorbées par les champignons, et ce qui va continuer, ça va entrer dans la nappe phréatique, alimenter les sources, les rivières, et c'est de l'eau pure des rivières qui va sortir des forêts, tellement pure qu'il y a des villes en Suisse, Bâle par exemple, qui purifient l'eau du Rhin en la faisant traverser un sol forestier, et sous la forêt. Après la forêt, on récolte la pluie, l'eau filtrée par la forêt, l'eau du Rhin. Donc l'or du Rhin, c'est devenu ceci. Voilà donc les déserts agricoles. Aujourd'hui, on commence lentement à comprendre que ça ne va plus. Sur la gauche, vous avez ces 12 à 1, 12 calories d'origine fossile, le compactage des sols pour produire ces... Et en plus, c'est pétri de pesticides, de substances problématiques. On a encore des tableaux du passé. Regardez la taille du blé. Là, c'était intéressant. On n'était pas contre le blé court, mais on avait besoin de la paille parce qu'on avait encore une pratique de l'engrais organique. On avait besoin de la paille pour mélanger la paille au fumier du bétail, pour ramener ce fumier dans les champs et pour ramener du carbone dans les champs, et pas seulement du phosphore, du potassium et du phosphore dans des sacs en plastique. Et ces forêts côtoyaient les cultures. Elles faisaient de l'ombre, mais ça allait très bien. Ça mûrissait quand même. Et les forêts les cultures du futur, on rêve qu'elles redeviennent ça. Ça redevient finalement une générosité, pas seulement en céréales, mais en bien-être, avec tout ce que ça apporte. Voilà le bétail, l'animal, le bovin, c'est le grand sujet. Il faut se souvenir que les animaux domestiques de l'Ancien Monde, les bovins, c'est les descendants de l'aurochs. Le grand animal sauvage, c'était notre éléphant, que César décrit encore dans la guerre des Gaules, que Pline décrit dans les forêts de Germanie. L'aurochs vivait dans des zones forestières marécageuses, pas complètement fermées, avec de l'herbage marécageux. Il pataugeait avec volupté dans ces pâturages humides, mais bordés de forêts. Et sa diète, c'était des herbages, mais aussi du ligneux. Il mangeait le ligneux. Et c'est pour ça que la diète naturelle du bovin, de la vache, du bœuf, c'est vraiment une diète forestière avec des herbages, un équilibre juste. Et lorsque vous avez un pâturage, vous observez la bordure du pâturage, si c'est une forêt ou une haie, tout est rasé à 1,50 m de haut parce que le bovin a besoin de ça. C'est pas seulement le fait qu'il aime ça, il a besoin de ça, ça fait partie de sa physiologie. Donc imaginez la souffrance animale de ces animaux maintenus sous le soleil à travers tout l'hiver, tout l'été et tout l'hiver, sans ombrage de forêt, alors que l'animal se souvient des forêts anciennes où il vivait. Et la juste manière de tenir les bovins, c'est le pâturage boisé. Et ici, c'est presque encore trop pauvre sur la droite. Il faudrait qu'il y ait des haies avec du fourrage à disposition. Ou alors couper des haies, tailler des haies et offrir ce fourrage au bétail en complément. Et ça donne une viande complètement différente. La viande moderne, d'élevage intensif, ça c'est un élevage à l'extérieur, mais aujourd'hui c'est même pire, c'est à l'intérieur, avec un affouragement qui vient d'autres continents, de forêts tropicales rasées de soja et de maïs. La moitié, même plus de notre maïs, c'est pour alimenter ces animaux en milieu carcéral. Cette viande est une viande que l'OMS a déclarée potentiellement cancérigène en 2015 déjà. Donc il faut faire attention avec cette viande, alors que la viande d'animaux maintenus à l'extérieur, de pâturage naturel, les analyses ont été faites, c'est une viande beaucoup plus saine. Le rapport oméga 3, oméga 6 est complètement différent pour les animaux d'extérieur que pour les animaux maintenus dans la souffrance. Donc vous pouvez choisir pour l'une ou l'autre, vous pouvez soutenir l'une des industries ou l'autre pratique artisanale, vous permettez de vivre des gens dans les cycles courts et vous mangez de la viande médicinale, j'aimerais dire. Voilà, alors combien faut-il d'efforts pour obtenir des résultats tangibles? Et là, tout le monde va apprécier cette loi, certains la connaissent déjà, c'est la loi de Pareto, qui dit que vous obtenez 80% du résultat avec 20% d'efforts. C'était mes étudiants les préférés. C'est ceux qui étaient toujours à la limite du nécessaire, juste un tout petit peu plus.
Chez nous, avec le barème de 6 comme maximum, j'aimais bien ceux entre 4 et 4,5, parce que je savais qu'ils avaient autre chose à faire que simplement les études. Et eux, ils arrivent à doser l'effort pour être juste suffisants. Et ils avaient leur sport, certains étaient chasseurs, etc. Et voilà, et ceux qui s'efforçaient d'avoir toujours le maximum possible avaient peut-être un ego démesuré, mais s'épuisaient à la tâche et étaient du mauvais côté de cette loi. C'était les imbéciles qui ajoutent encore 80% d'efforts pour obtenir 100% du résultat. Voilà, ça c'est le drame du monde actuel, c'est l'hubris, c'est les déserts agricoles. On a pris 100% de la forêt pour remplacer par 100% de culture artificielle. Ça ne va pas. C'est ça le drame. Donc, essayons de remettre 20%. Peut-être que 10% suffisent déjà. On va passer par 10% en allant vers 20%. Peut-être qu'avec 10, ça suffira déjà. Mais ce sera certainement mieux avec 20 parce qu'il y en aura encore plus. Voilà. Donc, ramener de la beauté dans les paysages, c'est quelque chose qu'on peut appeler de ses voeux. Et là, c'est une agriculture du carbone grâce aux arbres. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas seulement ramener de l'agriculture, ramener du carbone dans ces systèmes agricoles. On l'a compris, les sols ont besoin d'avoir du carbone, les cultures, les animaux ont besoin d'avoir du carbone organique. Tout ça, c'est essentiel. Ça répond un peu aux besoins de la transition énergétique, du zéro carbone, mais en comprenant que l'agriculture doit devenir carbone intensive. Il ne faut pas faire de l'agriculture zéro carbone où des panneaux solaires vont nous permettre de fabriquer de l'engrais chimique encore meilleur marché pour faire une agriculture encore chimique avec encore plus de pesticides uniquement grâce à du photovoltaïque ou à de l'éolien. Non, c'est pas ça. Autant on doit réfléchir à nos bilans carbone d'origine fossile, autant on doit intensifier l'utilisation et les cycles du carbone pour l'agriculture. Ça, il faut que ce soit clair. Mais en plus, on a de l'hydrologie avec ça. Et c'est bien plus important. On a de l'évapotranspiration qui fait de la fraîcheur. Et c'est pour ça que ces paysages de nouveau arborés seront des paysages à nouveau avec de la fraîcheur et qui vont diffuser cette fraîcheur dans les alentours. Voilà, alors ça c'est très intéressant, c'est que j'ai parlé de la pensée magique des enfants avant de savoir ce que sont les espèces. Lorsqu'enfant, j'entrais en forêt, j'entendais en fait chanter la forêt. Je n'avais aucune idée de quels étaient ces oiseaux. Et d'un enfant qui était d'une autre culture que ceux du village, je suis d'une famille suisse-allemande et dans le village on était francophone, j'avais doublement pas le vocabulaire pour connaître les plantes. Mes parents les appelaient autrement que les paysans du village. Pour autant qu'ils connaissent les plantes, ils étaient toujours à travailler, ils avaient beaucoup de travail et la botanique n'était pas tellement le fort des paysans. Il n'y avait plus les femmes qui enseignaient de génération féminine en génération féminine les espèces de plantes et comme enfant, on n'avait aucune idée de quelle est cette plante, etc. On soupçonnait que le goût immaculé était relativement dangereux. On avait déjà essayé les petits coins de feuilles et c'est vraiment, ça vous renverse. Mais on n'essaye pas deux fois, on connaît tout de suite. Mais on ne connaissait pas le nom des plantes, on ne connaissait pas tellement le nom des oiseaux. Et finalement, c'était très intéressant d'entrer en forêt et de se rendre compte, mais en fait, c'est ce que l'écoacoustique actuelle est en train de faire. Elle fait des enregistrements de la forêt. Elle arrive à faire un diagnostic de la forêt en sachant est-ce que la forêt se porte bien. On enregistre la forêt et cet enregistrement, on peut lui faire le transcrire en un diagramme visuel du panorama acoustique. C'est une forêt tropicale. Acoustiquement, on traverse la nuit, on arrive dans la journée et le soir, ça recommence. Et le soir, c'est à 6 heures du soir. C'est comme si vous mettiez l'interrupteur et toute la nuit, c'est le infernal. Et le matin, c'est l'apothéose avec les grenouilles toute la nuit. Toute la nuit. Elles commencent tout de suite avec le chichi. Mais le matin, l'apothéose, c'est des singes hurleurs. Là, je me suis réveillé une fois tropicale dans le cœur de l'Amazonie. Je croyais que c'était la fin du monde. Je n'étais pas averti qu'il y aurait des singes hurleurs, des ambulances qui tournaient, mais des ambulances énormes. Et après, tout tombe et ça traverse la journée de manière beaucoup plus tranquille, mais c'est encore discret. Et le soir suivant, ça recommence. Et ça, c'est une forêt qui se porte bien.
qui est dans toute la force de sa puissance. Et c'est une forêt qui chante grâce à tous ces oiseaux, grâce à tous ces insectes, toutes ces grenouilles et tous ces singes hurleurs. Il n'y a pas besoin de savoir quelles sont ces espèces, sauf pour avoir un peu peur, pour comprendre que cette forêt est puissante. Et à un moment donné, elle arrête de chanter. Elle arrête de chanter parce qu'un fauve est en train de traverser. Et là, tout le monde s'arrête. Il y a une suspension. Quelque chose se passe. Ou alors, quelque chose s'est passé de gravissime où ça ne remonte pas tout de suite. C'est lorsqu'on est venu avec une grosse machine, on est venu couper une partie de la forêt avec des tronçonneuses qui se mettent à hurler. Et là, il faut très très longtemps pour que la forêt se remette à chanter comme elle chantait avant. Et il arrive qu'elle ne chante plus jamais comme elle chantait avant, parce qu'on a coupé les gros arbres. Et sans ces gros arbres, vous avez toute une partie du chant, toute une partie de la partition qui n'est plus là. Et c'est comme si vous aviez détruit une partie de l'orchestre. Voilà ce que la science actuelle, qui fait maintenant des échogrammes de la forêt, de l'écoacoustique, nous fait comprendre, c'est que la forêt est un tout qui s'écoute aussi, qui ne s'analyse pas seulement. Donc Descartes est important, mais pas forcément nécessaire. On peut savoir que cette forêt va bien sans savoir quelles sont les espèces qui l'habitent. Et j'aime bien illustrer cette notion de forêt enchantée, de forêt magique, qu'on n'est pas en train de disséquer mentalement pour mettre les choses dans des tiroirs. C'est que lorsque vous nous parliez, on ne disait pas vous nous parliez, on ne disait pas la tendance actuelle, j'ai entendu le merle chanter, ou ce matin les chardonnerets, c'était magnifique. On ne dit pas c'est votre larynx qui nous a évoqué la littérature personnelle et mondiale. C'est vous qui avez parlé de tout ça à l'aide de votre larynx. Et c'est comme ça que j'aimerais proposer que c'est la forêt qui chante à l'aide de ces oiseaux, de ces insectes et de ces grenouilles. Et une fois qu'on sait ça, on s'approche de la forêt tout à fait différemment. On a de nouveau une notion de globalité qui implique une notion de respect. Avoir une faute, faire une erreur de bienséance ou de respect, c'est pas parce qu'on a tué quelqu'un, c'est parce qu'on a fait un faux geste, un faux mouvement, on a mal compris un symbole. Ici, ça entre un peu dans cette dimension-là, c'est comprendre la totalité de la forêt, de ce dont elle a besoin. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas du tout la couper, y prélever rien du tout. C'est juste ne pas la raser globalement, mais savoir jusqu'où peut-on prélever. Voilà. Donc il y a aussi la notion électromagnétique de la forêt. On parlait de chronobiologie avant. La forêt n'est pas seulement connectée horizontalement avec les koudous ou bien avec les oiseaux et les grenouilles pour faire des enveloppes vivantes, pour faire des systèmes vivants. C'est aussi des êtres qui sont connectés au ciel et qui ont des courants électriques qui les traversent. Une partie de mon travail de recherche, c'était en mettant des électrodes sur les arbres. Et on a découvert des marées bioélectriques dans les arbres, liées au cycle lunaire, ce qu'on a pu publier. Et on a aussi, grâce à Francis Allais, pu publier dans Nature la découverte de pulsations des troncs en phase avec les marées lunaires. Donc brusquement, il n'y a plus que le Soleil, mais il y a de nouveau la Lune dans les acteurs de la vie des arbres. Donc la Lune qui a été évacuée, on pourrait en parler aussi, depuis que l'Église catholique romaine en avait décidé ainsi. Le monde de la science ne s'y est pas remis encore de ça. Il n'a pas encore réintégré la Lune dans la gamme des facteurs du vivant, alors qu'elle est très importante. Ici, électromagnétiquement, on a employé des arbres comme antennes aux États-Unis pour prélever des émissions radio européennes. Vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. Et on a employé ces arbres comme antennes d'émission. Donc les arbres entendent les émissions radio. Donc aujourd'hui, puisque les arbres sont tous électromagnétiquement actifs, on peut mesurer les champs électromagnétiques, on peut mesurer les fluctuations de différence de potentiel. On peut se dire, mais pourquoi les arbres ne seraient-ils pas connectés entre eux, comme nous-mêmes avec les iPhones? Tout est donné, toutes les caractéristiques sont là. Le seul problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils se racontent. On sait qu'ils se parlent, mais on ne sait pas ce qu'ils se racontent. C'est comme si vous nous parliez en polonais, c'est bien gentil, mais on ne comprend pas.
Voilà, donc on peut faire chanter les arbres en mettant des électrodes et des systèmes qui transforment ça en musique, et on se rend compte qu'il y a une interaction qui a lieu. Lorsqu'une personne vient parler à la plante, elle va réagir électriquement différemment, elle va faire des fruits différemment, et la plante va mieux pousser. Certaines personnes sont étonnées, même malgré elles se rendent compte que ces plantes ne poussent pas normalement chez elles, mais ces petites plantes qui font des jolies petites fleurs, ça me vient là, ne poussent pas comme chez tout le monde. Chez moi, elles sont en train de devenir sauvages. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe parfois malgré la personne, les cyclamènes. Voilà, donc il y a des interactions beaucoup plus fortes entre nous et le vivant, avec les animaux naturellement, mais avec les plantes aussi, dont on pourrait tirer profit au profit des plantes une fois. Voilà des racines dans le cosmos, on a parlé de la Lune. Et là, j'aimerais juste terminer avec quelque chose d'important. La pleine Lune, nouvelle Lune, ça c'est un cycle qui est connu dans les traditions, sur lesquels on a fait de la recherche. Je ne vais pas m'arrêter à ça très longtemps. On a trouvé ces cycles, même les fluctuations atmosphériques sont en phase avec les fluctuations électromagnétiques dans les arbres. Ce que j'aimerais évoquer, les marées gravimétriques se mesurent dans les arbres, ce dont on a parlé juste avant. Là maintenant, c'est aussi pour les peupliers, d'autres essences. Nous avons travaillé sur l'épicéa. Et même lorsque vous mettez pieds nus avec la forêt, la reconnexion à la nature, eh bien, vous avez des états inflammatoires qui se réduisent. On a un effet anti-inflammatoire par le fait d'être pieds nus avec l'humus forestier, parce qu'il est chargé électriquement. Et nous sommes construits, comme nous avons été faits depuis 1 million ou 500 000 ans, pour être à marcher pieds nus, comme chasseurs-cueilleurs, comme nomades surtout, ou alors avec des mocassins qui permettaient à la courant électrique de les traverser, imprégnés de sueur naturellement. Eh bien, depuis que nous avons les pieds isolés, eh bien, nous avons beaucoup plus facilement des articulations qui s'enflamment. Et l'inflammation, c'est la porte d'entrée de toutes les maladies chroniques. Il faut être très attentif à ça. Donc les forêts apportent déjà des solutions par la reconnexion pieds nus. Voilà, je pourrais parler du nombre d'or, je ne vais pas y rester. Juste à quel point nous sommes liés à la structure végétale. Mais j'aimerais juste parler d'une chose, c'est la Terre et Vénus sont liés dans leur cycle chronologique, la Terre avec 365 jours, Vénus 225 jours. Le rapport de ces deux périodes de rotation autour du Soleil, c'est 1,62, c'est le nombre d'or. Comme on a le nombre d'or dans le cône, dans le tournesol, etc., dans la proportion du corps humain qu'on a vu juste avant. Eh bien, la Terre et Vénus ont le rapport du nombre d'or. Et ça, c'est intéressant. Je reviens chez les Indiens, ce n'est pas les Shawnee, mais c'est les Lakota. Les premières nations d'Amérique du Nord, même des zones hors forêt, des grandes plaines, avaient une notion du ciel et de la terre tout à fait étonnante. Là, c'est le bénéfice ou le mérite d'un grand ethnologue, anthropologue, Fridtjof Schuon, qui s'était d'abord lié d'amitié avec les Indiens dont la culture l'intéressait. Et à partir d'un certain moment, avec la confiance, il est entré vraiment dans un échange à hauteur égale. Comme le fait Bruce Albert, par exemple. C'est comme ça qu'on fait. On ne fait pas de l'ethnographie des Indiens, on fait de l'ethnographie avec les Indiens. C'est ça qu'il faut aujourd'hui comprendre. Et il lui avait confié que le peuplier cotonnier, nous avait dit Red Cloud ce matin, ne pourrit pas et n'est jamais rongé. C'est les perches qui permettent de faire les tipis. Sa feuille est le modèle de nos tipis, la forme, et de nos mocassins, sachant que chaque peuple indien a son mocassin et a son patron de mocassin. J'ai entendu dire des Hopis qu'ils avaient un autre patron mocassin pour plier à partir de la feuille de cuir. Eh bien, eux ont un patron de mocassin apparemment en forme de feuille de peuplier cotonnier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on trouve l'étoile du matin. Ça, c'est très intéressant d'entendre dire ça par cet Indien d'Amérique du Nord. Qu'est-ce que l'étoile du matin?
C'est Vénus, exactement. Est-ce que Vénus est une étoile? C'est une planète. Et lui, parle de l'étoile du matin. On va se dire, bon, il a mal vu, etc. Il faut être un peu plus respectueux quand même. Et on va se demander, mais qu'est-ce que ça signifie, l'étoile du matin? Quelle est la forme d'une étoile? Bien sûr, on fait tout de suite... c'est plus facile de faire une étoile à 5 branches qu'une étoile à 6 branches. Les deux sont des étoiles. Mais l'étoile à 5 branches, c'est la première. Et en fait, l'étoile du matin, à l'intérieur du peuplier cotonnier, qu'est-ce que l'intérieur de cet arbre? C'est tout simplement l'intérieur de sa tige, de la dernière pousse. Regardez la pousse du peuplier cotonnier, la moelle autour de laquelle en blanc c'est le bois, puis après c'est les libères, c'est la partie vivante de l'écorce, le bois lui-même ici encore vivant. La moelle a la forme d'une étoile à 5 branches. En fait, tous les peupliers, mais beaucoup plus grossièrement, les nôtres aussi, mais pas aussi clairement. Le chêne un peu, mais pas surtout les peupliers. Mais ici c'est parfait. L'étoile à 5 branches. Mais pourquoi associe-t-il sa tige de peuplier cotonnier à Vénus? Pourquoi l'étoile à 5 branches pour Vénus? Et ce qui est intéressant, c'est de revenir à aujourd'hui. Peuplier cotonnier étant Populus deltoides. En revenant aujourd'hui, un astronome, excusez-moi, amateur, il faut que ce soit des amateurs, parce que dans la confrérie, c'est impossible de publier ce genre de choses. Il a repris toutes les données astronomiques disponibles, parce qu'on peut calculer à l'avance les trajectoires de toutes les planètes du système solaire sur des milliers d'années à l'avance et sur des milliers d'années rétrospectivement. Pour ça, on a des programmes qui sont d'une précision infaillible. Et lui s'est posé la question, inspiré par Kepler, il a travaillé toute une vie sur les visions astronomiques de Kepler et de Tycho Brahe, etc., Copernic, mais surtout Kepler, qui voyait une harmonie dans les sphères, dans toute l'astronomie mathématique. Et lui s'est demandé, mais quelle est la danse de la Terre avec Vénus autour du Soleil? On connaît ces danses folkloriques où vous avez l'orchestre au centre, et certains connaissent peut-être la valse comme danse, une très belle danse qui se danse à deux, et les danseurs tournent autour de l'orchestre en dansant la valse. Et là, on ne peut juste pas traverser l'orchestre en dansant, on est obligé de tourner autour. Mais ça évoque un peu, traditionnellement, ce que le système solaire fait. Les planètes dansent entre elles, et au centre, vous avez le maître soleil qui fait la musique. Et les planètes dansent autour. C'est comme ça qu'on peut comprendre ces danses traditionnelles. Eh bien, quelle est la danse de la Terre et de Vénus? Vénus représentée avec le point vert, et la Terre, la planète bleue. Et Hartmut Warm, connaissant exactement les trajectoires, se plaçant maintenant au zénith du système solaire, il est en dessus du Soleil et il voit tourner autour de lui sur la table Vénus et la Terre, et le Soleil est au centre, et lui est en dessus. Donc il voit l'ensemble et il se demande quel est le segment Terre-Vénus, jour après jour, et lorsque vous avez dansé autour de l'orchestre, on ne voit pas ce que vous avez dansé. On a eu la griserie de la danse, le spectacle a eu son effet, mais ça ne laisse aucune trace. C'est un peu comme la musique, mais la danse en plus. Eh bien, lui a fait la même chose. Quelle est la trace de Vénus virtuelle autour du Soleil? Et chaque jour, il a dessiné le segment Terre-Vénus. Ici, ce segment jaune, du point bleu au point vert, le Soleil jaune au milieu. Donc, ça continue ainsi, avec un certain nombre de segments qui s'ajoutent. Et ça commence de faire une incurvation lorsque ça tourne autour du Soleil. Une fois le point bleu est derrière et le point vert devant, maintenant le point vert est derrière le point bleu à l'avant, et ça tourne progressivement autour du Soleil. Ça fait une deuxième incurvation, ça commence avec une troisième, ça continue avec une quatrième, ça s'esquisse, la quatrième s'esquisse, et finalement vous avez ça. Voilà. Et maintenant, c'est que la question, mais comment savait-il ça? How the hell? Et là, on peut dire, nous sommes tous un, Mitakuye Oyazin, en reprenant les termes de ce peuple. Et là, ça nous ramène un peu à notre lien avec la Terre, notre lien avec ces anciennes cultures, notre respect qu'on peut gagner d'écouter ces anciens peuples qui en savent beaucoup plus que ce qu'on croit savoir.
Et je pense que dans tout ça, on a pas mal de solutions pour réussir la transition écologique, culturelle aussi, et énergétique si c'est nécessaire, mais ce n'est même pas nécessaire. Je m'étais noté 2-3 petites choses qui m'étaient venues à l'esprit pendant qu'on entendait parler de la forêt à partir des expériences de jeunesse. C'est ce que ces anciennes cultures, ces autres cultures japonaises, américaines, européennes, ont développé dans la littérature leur approche de la forêt. Et là, ce qui m'a toujours fasciné, c'est ces Shawnee, ces Indiens des grandes forêts qui ont naturellement disparu, il en existe encore, ces coureurs des bois, comme on les appelait. Donc c'est une expérience que j'ai faite personnellement, si ça vous intéresse, c'est dans le livre Le pouls de la terre. En fait, je soupçonne comment on acquiert cette capacité de courir des jours entiers en forêt, puis finalement de s'asseoir et de se raconter une histoire, parce qu'on a encore des choses à se raconter. C'est en fait une question de chronobiologie aussi, de biologie des rythmes et des rythmes justes. On connaît déjà quelque chose à ce sujet, c'est la marche afghane, qu'on décrit comme étant aussi une prouesse qui va dans cette direction. Les grands chameliers afghans traversaient leur désert en marchant des jours et des jours sur des centaines de kilomètres avec une apparente infatigabilité. Pas besoin de boire beaucoup, mais ils avaient un certain rythme. Et ça, je l'ai redécouvert personnellement, c'est décrit dans ce livre, c'est que lorsqu'on marche, si on prend un bâton de marche, et je me le taille de la bonne manière, c'est décrit dans le livre, pour que ce soit dans le rapport du nombre d'or, en harmonie avec mon propre schéma corporel. Lorsque vous marchez, il ne faut pas marcher avec 2 bâtons, vous embrouillez, en vaudois on dit vous encoublez. Comment on appelle ça en français lorsqu'on se prend vous emmêlez. Vous le dites comment? En champenois, c'est en Pierre-G. Ah, c'est en Pierre-G. Chacun à sa manière. Eh bien, avec un seul bâton, ça devient très utile. Vous allez très rapidement, lorsque vous êtes en marche efficace, lorsque vous vous rendez compte que vous avancez, vous êtes en régime de marche, c'est du 4,5 km à l'heure, eh bien là, vous plantez le bâton chaque 4e pas. Ça devient spontanément comme ça. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que les pas à cette vitesse sont en fait en phase avec le cœur. Vous prenez la fréquence cardiaque après 1 minute, vous avez vu que vous avez la même pulsation que le nombre de pas à la minute. Et lorsque vous avez eu le bâton qui était en phase avec chaque 4e pas, vous avez en fait la cage thoracique en phase avec le bras, naturellement le bâton, qui est dans un rapport de 1 à 4 par rapport au cœur. Et maintenant, la chronobiologie humaine, c'est la médecine chronobiologique des médecins avec lesquels j'ai travaillé en cercle d'études, en cercle de réflexion, a amené dans cette réflexion que la découverte de l'état de réparation profonde de l'être humain lorsqu'il est en sommeil profond, ils font une analyse de la fréquence respiratoire et de l'analyse de la fréquence cardiaque et se rendent compte, dès qu'on est en sommeil profond avec toute l'activité correspondante, mais où le corps est en train de se réparer de la manière la plus intensive, à ce moment-là, ça se met dans un rapport de 1 à 4. Et là, c'est intéressant. Vous pouvez marcher dans le rapport 1 à 4 et vous êtes en état de réparation profonde, juste un rythme différent, mais c'est ce rapport-là. Et c'est mon expérience personnelle, c'est qu'après un jour entier de marche comme ça, j'étais encore capable de marcher le soir. J'étais en tout cas moins fatigué après 8 heures de marche journalière que d'être resté 8 heures assis. C'est bien plus difficile de rester 8 heures assis que de marcher 8 heures avec ce rythme. Et là, je soupçonne qu'avec un peu d'exercice, on doit être capable de retrouver cette course des bois. Peut-être que d'être en forêt, c'est encore un air qui est naturellement bien plus favorable à ça, mais peut-être aussi dans ce rapport de respiration et de fréquence des pas. Voilà, c'était une réflexion. L'autre réflexion, c'est l'abattage des arbres. Lorsqu'on parlait de l'affouage, les anciens qui allaient couper les arbres en forêt, c'est aussi une manière de se mettre en rythme. On ne coupait pas tous les arbres à la hache, parce qu'on perd beaucoup de bois à la hache. Parce que vous avez l'entaille, c'est la méthode Castor.
Donc ça fait le crayon des deux côtés, donc vous perdez beaucoup de bois. Donc là, et c'est très rapidement qu'on a inventé la scie. Et c'est un exploit des forgerons et des métallurgistes celtes. Hein. Probablement, ils ont fait des machines en bois, charpente, mais aussi la métallurgie était très avancée. Ils ont inventé le fût. La scie à deux bras, à deux mains, donc la scie à deux personnes. Vous faites l'entaille, ensuite vous y allez avec la scie. Et vous ne sciez pas comme ça n'importe comment, comme la tronçonneuse fait son travail. Vous êtes en phase avec l'arbre qui est toujours en train de se balancer. Et vous allez scier de manière à faire l'entaille chaque fois que l'arbre est en tension. Et lorsqu'il est en compression par rapport au côté de la scie, lorsqu'il est penché comme ça, il pèse sur la vous n'allez pas laisser votre scie se pincer. Vous attendez, vous entrez dans le rythme de l'arbre pour scier. Donc vous avez l'arbre qui respire et les scieurs sont dans cette respiration, ils sont dans la respiration forestière. Et avant de se mettre à l'œuvre, les anciens avaient un rituel par rapport à l'arbre. Et les forestiers, on avait encore appris ça de cette manière. On n'entre pas rentemplant dans la forêt avec les grosses machines, avec une abatteuse, et c'est la stupéfaction, et c'est le drame. On marquait les arbres, on martelait les arbres à l'avance. C'est les ingénieurs qui martelaient les arbres. Ils recevaient un signe, et on peut dire que c'est de l'anthropomorphisme, mais les arbres recevaient le signal. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera le moment pour toi. Donc là, il y a un laps de temps qui est intéressant et le fait d'être désigné à l'avance est quand même quelque chose d'intéressant. C'est pour la forêt d'avoir 2 fois la visite et tous les arbres ne sont pas marqués naturellement. C'est ce qu'il faudrait faire pour les arbres qu'on va abattre en ville, c'est annoncer pour que les gens aient le temps de réagir, peut-être de protester ou de se faire l'idée, mais pas que ce soit à froid, et c'est le choc pour tout le monde. Donc ici, la communication a lieu de différentes manières, pour de nouveau être dans ces rythmes. Et l'éternité avec la forêt, ça c'est intéressant, ces très vieux arbres. Lorsqu'on aura de nouveau compris que c'est important, même si c'est des forêts gérées, de laisser pour la forêt un maillage de très vieux arbres, c'est donc des petites touches de forêt primaire, dont on fait le pacte qu'on ne va jamais les abattre. Ces vieux arbres vont vivre de toute leur vie possible et mourir de leur mort naturelle. Eh bien, ces arbres deviennent en fait une superstructure temporelle de la forêt, tant qu'on laisse toujours une part suffisante, les 2% des arbres sont des vieux arbres qu'on ne va jamais abattre. Eh bien là, vous avez une forêt qui devient finalement immortelle. Et c'est une forêt qui garde sa mémoire, parce que ces vieux arbres, c'est de la mémoire biologique, c'est des pharmacies microbiologiques, mais on est en train de comprendre l'eau comme étant une substance capable d'enregistrer des informations. Et ces vieux arbres, selon l'âge qu'ils ont, ils ont de l'eau de l'âge de l'arbre. Les premiers cernes contiennent de l'eau de l'année de la formation du cerne, et c'est de l'eau qui devient fossilisée organiquement dans ces cernes. Et 10 ans plus tard, c'est de l'eau 10 ans plus jeune. Et un arbre de 1000 ans a de l'eau qui a un âge de 1000 ans à son centre. Cette eau n'est jamais partie de cette paroi cellulaire qu'elle imprègne. Donc cette eau-là, on sait maintenant que c'est de l'eau de cette époque, qui a 1000 ans d'existence à cet endroit. Qu'est-ce qu'elle a perçu comme information? On n'en sait rien, mais on sait qu'il y a des informations. Donc une forêt qui est structurée de cette manière, c'est quand même une forêt qui tutoie l'éternité, quelque part. Les Japonais qui disent qu'il faudrait arrêter de critiquer les anciennes choses, on comprend maintenant ce que ça signifie d'écouter les anciens. Personnellement, sans les anciens, j'aurais jamais eu l'idée d'entrer dans la recherche en chronobiologie lunaire, c'est-à-dire avoir entendu mon grand-père comment il pratiquait une agriculture non seulement solaire, naturellement c'est nécessaire pour respecter les saisons, mais lunaire, il faisait attention aux phases de la Lune pour ses travaux, y compris pour épandre les fumiers dans les champs. Et bien d'entendre ce grand-père et de savoir que c'était vraiment un agriculteur extrêmement efficace, qui savait faire son travail. Il y avait des pies grièches dans les haies de sa ferme, ça en dit beaucoup. Il travaillait avec les chevaux. Eh bien, ce n'étaient pas des fantaisistes. Ils ne faisaient pas ça parce que ça faisait joli. Ils faisaient ça parce que c'était encore plus efficace. Ça donnait encore de meilleurs produits, encore moins de ravageurs. Et de découvrir que la science actuelle a complètement évacué
la dimension lunaire dans son champ de réflexion. Cette discrépance entre le glossaire des livres de physiologie végétale, où le Soleil est là avec 12 citations et la Lune n'existe pas, et de savoir que dans toutes les anciennes cultures, la Lune est importante, la Lune doit être respectée autant que le Soleil. Eh bien, je me suis dit, mais il faut faire des recherches là-dessus. Est-ce que c'est tellement rien du tout? Eh bien, c'était un champ, c'est devenu, et ça l'est encore, un champ de découvertes absolument foisonnant. Tout ce qu'on a touché concernant la Lune a montré des choses telles qu'on aurait pu s'y attendre, mais des nouvelles découvertes que même les anciens n'auraient pas pu nous suggérer. Voilà, c'est encore une chose qu'on peut suggérer de remettre à jour, c'est de remettre l'histoire et l'histoire des anciens, des anciennes cultures. Voilà, le langage des oiseaux. Là, c'est intéressant, les arbres, on entend presque que c'est quelque chose comme des fleurs qui parlent entre elles, mais c'est beaucoup plus concret que ça, c'est pas que des fleurs qui parlent entre elles, les fleurs parlent vraiment grâce aux abeilles qu'elles invitent, grâce aux papillons dont on n'entend pas le chant, et les abeilles font mieux nectariser les fleurs et la teneur en sucre du nectar des fleurs bourdonné par les abeilles, avant que les abeilles ne les touchent et les pollinisent, eh bien ces fleurs ont été touchées, ont été chatouillées par le bourdonnement des abeilles et elles font plus de nectar, plus sucré. C'est comme ça que les arbres et les fleurs chantent, c'est grâce à leur interaction avec les animaux. Voilà ce que je voulais encore juste ajouter pour aller dans le sens de ce qu'on venait d'entendre. Voilà, cette fois c'est bon. Alors pour aller dans votre sens, quand vous voyez le bassin du Congo qui aujourd'hui est le seul qui continue en fait à séquestrer du carbone, puisque le bilan de l'Amazone est négatif, contrairement à ce que les gens pensent, c'est les endroits où il y avait de la forêt, c'est pas les endroits où il y avait du soleil. Il y avait une concordance exacte entre l'étendue de la forêt et la nubulosité. Et on avait des taux de soleil qui étaient de 5-6 heures par jour, faible nombre par rapport à la moyenne. Donc vraiment, ça va tout à fait dans votre sens. Deuxièmement, là, sur l'agroforesterie, il y a des exemples de symbiose intéressants. Vous avez fait des expériences. Excusez-moi, c'est trop intéressant ce que vous dites là. C'est parce que la couverture nuageuse est importante. Non, en fait, c'est la Dites-le différemment. C'est parce qu'il y a de la forêt qu'il y a de la couverture nuageuse. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, absolument. Oui, oui, mais ce n'est pas ce que les gens pensent spontanément. Exactement, voilà. L'inverse. Bon. C'est vraiment la concordance géographique était absolue. Absolument, voilà. oui. C'est Gorchkov et Macario. Et dès qu'on coupait un peu de forêt, on voyait la nébulosité qui déclinait. Enfin, très bien. Et là, il faut regarder, lire Katia Laval, 2024, un livre qui vient de sortir, c'est Forêt et climat, ou simplement la forêt et le climat. Elle montre pour une forêt des Landes, au sud de Bordeaux, où la tornade Klaus, en 2009, a mis à plat un carré de quelques dizaines de kilomètres. Carré, je crois, c'est pas très grand. Et de cette forêt, on avait une vue d'ensemble de la nébulosité. Et on s'est rendu compte, après coup, qu'en dessus de ce carré rasé par la tempête, la nébulosité n'est plus la même, les nuages vont pleuvoir ailleurs. Simplement à cette échelle-là. Merci de mentionner quant ça. à Auroville, par exemple, là, cette fameuse cité dans le sud de l'Inde, ils ont planté des arbres autour, il a commencé à pleuvoir. Hein. Magnifique. Pareil, hein. Ouais. Deuxièmement, alors, sur l'agroforesterie, c'est intéressant parce qu'il y a des symbioses vraiment très intéressantes. Bon, on faisait toute une série d'expériences avec des acacias qui venaient d'Australie, avec les graines sont extrêmement chargées en protéines. Et on pouvait faire en dessous de la culture de niébé, les haricots rouges du coin, qui étaient extrêmement productifs, et donc les deux ensemble. Voilà, juste pour aller dans votre sens. Alors j'ai une autre question, c'est est-ce que vous considérez que le parc national de Zernez, aujourd'hui, est redevenu une forêt primaire ou pas? Le parc national de... Zernez. Ah, je ne connais pas. Ah ben c'est le grand parc national qui est en Engadine, là. Ah, Zernez. Ah ouais, oui. Merci. Ah, bah, je voyais les Zernez. Et où on laisse maintenant les arbres tomber, on les entretient pas. Est-ce que c'est redevenu une forêt primaire ou pas encore? Non, loin de là. La forêt alpine a été dévastée, mais radicalement, pratiquement partout.
Le dernier petit bout de forêt vraiment primaire, c'est un bout inatteignable, disons ingérable pour en sortir les arbres. C'est la forêt de Derborance, dans le massif des Diablerets, beaucoup plus côté Vaud-Vallée. Et cette forêt, ce parc national, c'est une zone qui est secondarisée en fait. C'est une zone qui se reconstitue en libre évolution, mais tous les très vieux arbres, les très grands arbres, ils ont passé à la casserole, ça c'est clair qu'on les a brûlés, pour la métallurgie, pour le sel, pour la construction, pour le charbon de bois, et même pour faire du sucre de lait. L'agriculture, disons l'élevage laitier, pour fabriquer du fromage, donne beaucoup de petits laits. Et ce petit lait, on peut en sortir ensuite le serrer. Il reste en fait le petit lait extrêmement riche en lactose, en sucre. Et là, la pratique, c'était d'évaporer ce sucre de lait pour faire des pains de sucre de lait. Extrêmement intéressant. C'est même plus intéressant que le sucre raffiné qui n'a plus rien en fait. Et pour ça, il fallait énormément d'énergie. On a coupé énormément de bois pour faire ce sucre de lait. Donc toute la forêt alpine a été ravagée à cause de ça. Et il y a eu de telles catastrophes en plaine dans le moyen pays en Suisse, des inondations, des sécheresses au XVIIIe, XIXe siècle, qu'il a fallu comprendre que c'est à cause du déboisement des Alpes. Et c'est là que l'une des premières sections de l'école polytechnique de Zurich a été une section forestière avec une mise en place d'une sylviculture, une mise en place de techniques forestières pour reconstituer les forêts. Et c'est là qu'on a développé une sylviculture proche de la nature, comprenant que les monocultures sont loin d'être efficaces. On avait commencé avec des monocultures, c'est pour ça qu'il y a de l'épicéa dans toutes les Alpes, mais à l'origine, c'était beaucoup plus divers que ce qu'on imaginait. Donc merci de poser cette question. Mais tout près, il y a une forêt intéressante, c'est celle de Tamangour. C'est un nom très, très mystérieux, où c'est des arolles, des pins sambreaux. Là-bas, vous avez des pins sambreaux gigantesques, tout à fait enchantés, mystérieux. Si quelqu'un va là-bas, ça vaut la peine. C'est presque... ça rapporte un peu ce que ces forêts anciennes pouvaient être. Et c'est là-bas que le dernier ours a été abattu en 1905, dans cette forêt de Tamangour, dans la Val-Charles. Et curieusement, c'est là qu'en 2005, le premier ours est revenu. Dernier jour, 100 ans jour pour jour, l'ours essaye de revenir. Donc la nature aimerait nous aider, mais on se défend, malheureusement. J'ai une petite remarque et une question naïve, sans doute. La remarque à propos de la chronobiologie, j'ai lu quelque part, alors je vais sans doute le restituer de façon impropre, mais que la fréquence qu'émet la Terre, la planète Terre, est la même que celle qu'émet l'esprit humain lorsqu'il crée, lorsqu'il est en activité créatrice. Je ne sais plus du tout où j'ai lu ça, mais c'était dans un ouvrage très sérieux. Donc c'était juste une réminiscence qui me venait. Ma question concerne l'expérimentation, la formidable réussite de Sebastião Salgado et de sa femme. J'ai vu le documentaire de Wim Wenders où on voit une hacienda familiale complètement desséchée, plus une goutte d'eau nulle part, les arbres totalement desséchés, puis on les voit planter 1 million de pieds d'arbres, et puis se reconstitue sur un assez grand territoire tout de même, une sylvosphère, si je comprends bien. Et de nouveau, l'eau arrive, il y a de nouveau des ruisseaux, il y a de nouveau de la pluie. Et ma question complètement naïve, parce que dans le documentaire, on ne voit pas cette partie-là, c'est quelle eau a permis au petit plan au départ de pousser et de devenir cette forêt? Est-ce que... Pardon pour cette question complètement naïve, mais je me suis demandé mais comment ils ont fait? D'où est-ce qu'ils ont apporté l'eau? Très bonne question. Pour la remarque d'abord, il s'agit de la fréquence de Schumann, c'est 7,80 Hertz. Hertz, c'est donc des pulsations par seconde. C'est ce qu'on appelle la pulsation de la Terre, qui avait été... Il avait été théorisé d'abord par ce Schumann, un chercheur allemand, et finalement mesuré. C'est en interaction avec la ionosphère, cette Terre a effectivement une fréquence, à côté de beaucoup d'autres fréquences électromagnétiques. Et lorsque l'être humain est actif de manière normale, ou bien il est en train de rêver, ou en train de méditer, ou en train de créer de manière créative et pas répétitive,
il entre chaque fois dans des fréquences cérébrales spécifiques, les fréquences θ, delta, alpha, gamma, etc. C'est très très bien décrit. Et merci de mentionner que cette fréquence de Schumann est quelque part aussi dans cette gamme de fréquences. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque on essaye d'entrer en méditation ou en activité de prière, ces deux activités mentales qui peuvent se compléter, c'est pas du tout la même chose. Mais le cerveau, naturellement, se calme et entre dans ces fréquences beaucoup plus basses qu'en état de veille normale ou même d'excitation. Et ce dont on se rend compte, c'est que les arbres nous attendent un peu dans ces fréquences-là. Ils ont aussi ces fréquences très basses, beaucoup plus dans les fréquences basses que les aigus chez nous. Et le fait d'être en forêt probablement nous aide en fait de nous calmer parce qu'il y a une mise en résonance quelque part. Et maintenant, pour l'autre question, la forêt de Salgado, comment est-ce possible de commencer et faire qu'une forêt prenne ? La solution, c'est on ne commence pas n'importe où. Vous n'allez pas commencer à reboiser un désert au milieu du désert. Mais si on veut vraiment que ça réussisse vraiment efficacement, il faut commencer là où il y a encore de la vie, là où il y a encore des arbres, là où il reste les derniers arbres. Là, on sait que c'est possible. Donc, on part de là-bas, et c'est comme de la greffe. On fait de la greffe de vivant sur du vivant. Donc, vous continuez ce qui reste encore de vivant, et à partir de là, vous pouvez réinitialiser des choses. Parce qu'un arbre vivant se maintient vivant parce qu'il a accès à l'eau, et il maintient tout son environnement relativement humide autour de ces arbres. Dans des régions désertiques, il y a encore de l'herbe, mais plus loin, il n'y en a plus, parce qu'il y a assez d'eau pour tous. Donc, mettre des arbres, et progressivement, on peut faire avancer le reboisement. Et en plus, on fait aussi des cuvettes pour que les précipitations puissent être récupérées et puissent diffuser dans le sol. Certains vont même préparer le sol, vont faire un trou d'excavation, mettre de la matière organique. Un Africain a eu l'idée géniale, pas seulement de mettre de la matière organique, mais il a ajouté à la matière organique l'acteur essentiel qui sait quoi en faire, les termites. Et ces termites vont transformer cette matière organique, faire des termitières et faire des éponges à eau dans lesquelles les arbres pourront pousser grâce aux termites. C'est Jacobo Savadogo, presque un nom qui ressemble. Donc on voit de mieux en mieux que c'est toujours avec la notion de coévolution, des arbres avec l'aide des arbres, des arbres avec l'aide des termites, ou bien au Kenya, c'était aussi des plantations d'une autre espèce très, très résistante à l'eau salée, dans des pins où la litière d'aiguille ne se décomposait pas. Et là-bas, on s'est rendu compte qu'il manquait un acteur qui était capable de digérer cette litière de pin. On a retrouvé l'insecte, c'était un mille-pied assez long, rouge et noir. Et ce mille-pied était le seul à être capable de manger ces aiguilles. Donc on l'a mis et il a fait son travail et il a rendu de nouveau ce sol fertile alors qu'il était stérile avant, grâce à cet animal. C'est toujours le donner et le recevoir. Il faut toujours une part animale si ça peut réussir. Maintenant la question, mais quelle est la part humaine maintenant qu'on va devoir ou qu'on va pouvoir ajouter? Ça deviendra vraiment intéressant. Merci, c'était super intéressant. Et surtout, cette forêt de Bialowieza, donc, qui, je trouve, est un excellent exemple, par rapport notamment à ce stockage du carbone et ces histoires de reboisement. Donc, on a une étudiante qui commence sa thèse là-bas. Et donc, dans cette forêt, il y a des charmes. Et ces charmes, quand ils sont dans la canopée, ils ont une couronne qui est très, très dispersée, je dirais. Donc c'est vraiment voilà, c'est une thèse qui a pour vocation d'étudier l'architecture de ces arbres. Et comme vous l'avez bien dit, en lisière de forêt, très souvent, la lisière est abrupte. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de quelque chose de tout à fait fermé à quelque chose de progressivement ouvert, mais l'inverse. C'est souvent d'un coup tout à fait ouvert. Et en fait, ce que notre étudiante a vu, c'est que finalement, alors pas que notre étudiante, des collègues aussi, c'est que les charmes, quand ils sont dans la zone ouverte, il y en a quelques-uns, ils sont moins nombreux, mais ils ont une architecture qui est très très dense, notamment dans la partie qui correspond à la hauteur maximum des herbivores, qui sont des cerfs en fait, qui se trouvent dans ces zones-là. Et alors, en plus d'être dense, cette architecture, elle est extrêmement boisée, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup plus de bois en fait. Donc, si on pense stockage du carbone,
Est-ce qu'il vaut mieux reboiser des milieux ouverts, ou est-ce qu'au contraire, on n'aurait pas plus d'intérêt à les maintenir ouverts parce qu'ils stockent tout aussi bien le carbone? Oui, c'est une très bonne question. C'est donc arrivé à cette idée d'agriculture syntropique ou permaculture, etc., où vous avez de nouveau un paysage maillé par des haies, un bocage moderne, machine compatible naturellement, et ces haies avec naturellement aussi suffisamment de largeur. Là, vous pouvez vraiment avoir cette densité de production. Une haie est beaucoup plus dense au mètre carré que les mêmes mètres carrés de forêt. Bon, il faut réfléchir à sa structure. Mais cette notion de serres qui vont densifier en fait la couronne d'architecture des charmes, c'est vraiment très intéressant parce que le charme, c'est pour ça qu'on l'utilise pour des haies, chez nous aussi, c'est qu'à mesure que le cerf broute le feuillage du charme, le charme va toujours à nouveau refaire, à partir des bourgeons qui restent, de la nouvelle croissance. C'est le principe des trognes, mais verticalement plutôt que les trognes horizontales. Et le fait d'être abruti par le cerf active en fait la croissance du charme. Et lui, il n'est jamais limité dans le sous-sol, il peut continuer de faire les racines, il est toujours rajeuni en fait par le travail du cerf qui lui prend la végétation et qui l'empêche d'aller trop dans la fructification. Donc là, je pense tout à fait qu'on pourrait activer, et là c'est très important aussi de mesurer la quantité de carbone séquestré dans le sous-sol. On ne peut pas simplement regarder en surface. Et pour les trognes, par exemple, c'est phénoménal ce qui se passe dans le sous-sol, alors que ça produit encore et encore à portée de main. Donc oui, merci pour cette remarque. En fait, on a une association qui est connue, c'est la chênaie à charme. Le charme, ce n'est pas seulement le charme et le chêne et le tilleul, c'est aussi le charme et le chêne. Et le chêne est en fait l'essence majeure, et le charme l'accompagne, et lui fait un peu de l'ombre latérale et empêche que le chêne ait des trop grosses branches. Et on aime bien mélanger le charme avec le chêne, comme sylviculteur, pour que le chêne ait des beaux troncs libres de nœuds, grâce au charme. Donc le chêne aime bien avoir un charme à ses côtés. C'est la magie des mots aussi. Merci pour votre attention.